Le coup de tocsin. Le coup de tocsin pour revenir sur la dette française qui a coûté plus cher que la dette grecque, alors que le spectre d'une crise, vous savez, des dettes souveraines comme celle qui avait fait vaciller la zone euro entre 2010 et 2012 revient. Mais elle revient cette fois-ci pour toucher non pas la Grèce mais la France. Eh bien, nous revenons sur ce sujet avec notre chroniqueur, cofondateur évidemment de Tocsin, Guy de Lafortelle. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, la France est le nouvel homme malade de l'Europe, ou la nouvelle femme. Risquons-nous d'entraîner toute la zone dans une nouvelle crise de la dette? Alors, c'est un petit peu ce qui est ressorti dans les médias la semaine dernière. Si on rappelle les faits, c'est qu'effectivement, mercredi dernier, pendant quelques minutes, ça n'a pas été très long, effectivement, la dette française à 10 ans s'est négociée un peu plus cher que la dette grecque à 10 ans. Donc, ça a été surjoué dans les médias de manière absolument apocalyptique, et ça vaut le coup de s'arrêter 2 minutes sur pourquoi les médias ont joué ce jeu-là, en sachant que c'est la première fois, on dit: «Ah regardez, c'est la première fois que ça arrive». Il y a quelques mois, c'était les taux à 5 ans qui sont un peu moins stratégiques que les taux à 10 ans, et encore, qui avaient été inférieurs pendant quelques minutes aussi. Ça dure pas très longtemps généralement ces trucs-là. Et surtout, en fait, c'est un processus de long terme qui fait que depuis 2016, en fait, on est passé, donc généralement en finance, on regarde les spreads, c'est-à-dire les écarts de taux, et l'écart de taux entre la France et la Grèce est passé de à peu près 14 à 0 depuis 2016 de manière assez continue. Donc il y a strictement en fait, rien de c'est pas un orage dans un ciel bleu, quoi. C'est-à-dire que c'est des choses qui arrivent très lentement. Et ce qui est plus important encore que cette espèce de comparaison, avec, la Grèce, qui veut pas forcément, dire, énormément de choses. C'est-à-dire que si, sur le long terme, le fait de passer de 14 de différence à 0, ça s'en dit énormément, mais sur le moment même, c'est qu'on s'est regardé la différence de taux avec l'Allemagne, qui elle est suivie de très près, et qui elle, pour le coup, n'a jamais été aussi forte que depuis la fin de la crise des dettes souveraines. C'est pour ça qu'on est en train de revenir dans des configurations de taux et de risques qui commencent à ressembler à ce qu'on avait à la fin de la crise des dettes souveraines. Mais ça, on a ça depuis la dissolution. Oui. C'est-à-dire que c'est pas nouveau. Et donc, c'est intéressant de se rendre compte que l'espèce de grand, bazar médiatique qu'on a fait la semaine dernière il sert un agenda politique, qui est l'agenda de Barnier, qui te dit c'est moi ou le chaos. Attention, si Oui. vous me virez, vous allez voir, on va être attaqué sur les dettes et ça va être la catastrophe. Mmh. Ce qui est un côté un petit peu, c'est une manière de retourner la situation. C'est vraiment, c'est un retournement de situation, j'allais dire cocasse, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Parce que si on regarde pourquoi est-ce qu'on est passé de 14 points de différence entre la Grèce et la France en moins de 10 ans. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, la Grèce a un budget primaire excédentaire de près de 2%. On l'attend exécuté à plus de 2% d'excédent en 2025. Alors je rappelle, le budget primaire, c'est avant de prendre en compte les intérêts de la dette. Effectivement, c'est-à-dire que comme la Grèce a été obligée de se financer pendant des années à des taux absolument hallucinants, vous avez un poids de la dette en Grèce qui est catastrophique. Mais ils ont un budget primaire équilibré, Oui. alors que nous, si on regarde l'exécution de notre budget cette année, on va avoir besoin d'aller chercher sur les marchés, on a presque fini, on en a fait plus de 90%, c'est normal, 300 milliards. Et sur ces 300, on en a 250 de nouvelles dettes, 260 même de nouvelles dettes. Donc, on va dire 250. C'est-à-dire que nous, on a un budget primaire qui est négatif de 250 milliards. C'est une folie pure dans l'absolu quand on regarde ça. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que on ne devrait pas pouvoir exécuter de tels budgets avec un spread aussi faible avec l'Allemagne ou même avec la Grèce. Et ça, c'est-à-dire que c'est Jacques de la Rosière, donc un ancien
Il y a une bêtise, ancien patron du FMI. Oh, pardon, excusez-moi, je vérifierai. Mm. Et Jacques Delarosière, qui est un ancien banquier, pardon, qui est passé, je ne sais plus quel micro, sur une heure de grande écoute, je ne sais pas si c'était BFM, et qui explique que l'euro a été une catastrophe pour la France, devant évidemment un journaliste un peu médusé qui se dit mais c'est pas pour ça qu'on l'avait fait venir, lui. Parce que justement, l'euro permet à la France, et depuis extrêmement longtemps, de faire n'importe quoi sans en sentir immédiatement Les les effets. effets. Mm. L'effet qui se coule Parce de que l'euro, quoi. c'est exactement l'effet qui se coule de l'euro, qui est que c'est un petit peu comme si on vous donnait un antidouleur pour soigner votre cancer, et que du coup vous avez pas mal, mais votre cancer lui progresse. Parce que donc là, ce qui est assez intéressant et ce qui revient sur cette partie d'hommes malades de l'Europe, c'est que l'expression a été relancée là depuis quelques mois par France 24 et par Euronews. C'est-à-dire qu'il y a presque une construction médiatique de se dire, tiens, on va, comme on a un budget un peu difficile, il faut vendre l'austérité. Mm. On vous vend le truc de l'homme malade, mais l'homme malade, en 2010, on Déjà était malade. déjà l'homme malade de l'Europe. C'est-à-dire que ça n'a pas changé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en fait. Oui. On n'a rien fait depuis 15 ans, et même essentiellement depuis 1980. On n'a Mm. strictement rien fait pour sortir de ces choses-là. Ce qui est Et intéressant en plus, Guy de Lafortelle, et ça va faire la transition avec Véronique Le Floch qui attend notre présidente de la coordination rurale, c'est que c'est aussi le message qui est en train de passer au niveau de l'agriculture, puisqu'on a entendu, on va l'écouter dans quelques instants, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, expliquer oui, les agriculteurs n'ont besoin que d'une chose, c'est d'une visibilité au long terme sur le budget. Si vous faites du bruit, si vous êtes mécontent, si vous faites une motion de censure, vous pénalisez les agriculteurs. C'est un peu la même chose. D'un seul coup, on entend la petite musique du chaos, quoi. c'est exactement ça, en sachant que vraiment c'est un retournement d'argumentaire, et que pour le coup, j'écoutais François Coq qui expliquait que s'il y avait éventuellement que ça n'allait pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, je pense que moi je serais très intéressé de voir ce que donnerait une censure du gouvernement. Mm. Parce que historiquement, les pays sans gouvernement ont tendance à s'administrer assez bien. La Belgique n'a pas Oui. eu de gouvernement pendant 2 ans, il y a quelques années. Ça a duré 2 ans, hein, la crise Mm. institutionnelle belge, il me semble. Et ça marche très bien, en fait. Les gens savent très bien gérer. Moi, j'aimerais beaucoup voir un budget élaboré sans gouvernement, voir comment on joue ça. Et quand je dis j'aimerais beaucoup voir ça, c'est qu'à mon avis, c'est-à-dire que on creuserait encore dans cette espèce de folie institutionnelle dans laquelle on est. Mm. Mais c'est pas du tout, en tout cas d'un point de vue de marché financier, le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement, éventuellement à court terme, ça fait des mouvements où on se demande ce qui se passe. Mais pour un marché financier, le fait qu'on C'est pas fasse si mauvais. sortir le Mm. politique et qu'on laisse les technos administrer, ou les gens administrés par derrière, je ne suis pas certain que ça les embête. Et je voudrais juste terminer une dernière chose sur cette histoire de la dette. C'est que bon, quand on vous dit qu'il y a les taux qui montent, qui baissent, c'est que derrière, vous avez des gens qui achètent et qui vendent cette dette. Et les gens qui vendent cette dette, là, puisque là, on a des taux qui sont un peu trop hauts par rapport à l'Allemagne ou la Grèce, c'est les gens qui la détiennent. Et c'est toujours intéressant de se rappeler qui détient la dette française. Et on a une particularité en France par rapport aux autres pays d'Europe, c'est que les investisseurs étrangers détiennent massivement la dette Oui. française. Majoritairement. Majoritairement 54%. Un peu entre 54 et 55% de la Oui. dette française est détenue par les investisseurs étrangers. Et que depuis la fin du rachat des dettes souveraines par la Banque centrale européenne, ce sont surtout ces investisseurs étrangers qui rachètent la dette, et ce sont les investisseurs américains, notamment parce que les investisseurs japonais, qui historiquement sont des gros détenteurs et acheteurs de dettes françaises, ont tendance à se désengager au profit de l'Allemagne. Et donc, c'est surtout des investisseurs étrangers américains qui sont des investisseurs beaucoup plus volatiles, donc qui vont beaucoup plus facilement, quand ils voient des trucs qu'ils n'aiment pas, qui vont pouvoir revendre cette dette-là, Mm. et qui surtout peuvent l'utiliser comme effet de levier pour faire de l'influence, parce que donc ce sont les investisseurs étrangers qui détiennent la majorité. Dans les investisseurs étrangers, ceux qui détiennent la majorité de la dette étrangère, ce sont les financiers hors banque, c'est-à-dire ça va être les fonds de pension, ça va être Type BlackRock. exactement type BlackRock. Et donc vous avez le premier
poste de détenteur de dette française, ce sont ces acteurs financiers menés par BlackRock Oui. qui font de l'activisme politique et qui n'est pas du tout impossible non plus que ce soit des effets qui soient utilisés. On ne peut pas le prouver, on ne peut pas le voir Mmh. facilement, qui derrière usent de ces taux pour faire de l'influence en France. De l'influence politique et pas qu'économique. Ça, c'est intéressant. Merci beaucoup, Guy de Lafortelle.